Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast de Télé Loisirs que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Merci à vous et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir un homme qui rêvait de théâtre et de comédie quand il était gamin, mais c'est sur le petit écran que sa carrière va exploser. Animateur d'émissions cultes comme Fort Boyard, Pyramide ou encore Des chiffres et des lettres, il fait partie du patrimoine audiovisuel français. Cet homme, vous l'avez reconnu, il s'agit de Patrice Laffont. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors merci beaucoup vraiment d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Un podcast où, vous le savez, je reçois des personnalités qui se confient sur leur vie de parents. On va savoir à quoi ressemble dans l'intimité le papa que vous êtes, Patrice. Je vous vois sourire. Vous êtes également grand-père. On parlera aussi forcément de votre papa à vous, l'illustre Robert Laffont. Mais avant cela, la traditionnelle question d'introduction, je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos 3 enfants? Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Eh bien, ma petite dernière que j'ai eue avec ma deuxième femme s'appelle Mathilde, elle a 27 ans. Et voilà. Et mes 2 grands, je vais pas dire leur âge parce que ça va peut-être les énerver. Et je fais tout ce que je peux pour ne pas les énerver. Je les ai assez énervés comme ça dans leur vie. Donc ils ont pas loin de la cinquantaine. Né en 70 à peu près. Fabrice et Axel qui ont pas loin de la cinquantaine. Voilà. Alors pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous, c'est celui de la notoriété, de la médiatisation. Tout le monde vous connaît, Patrice Laffont. Vous avez animé, je le disais en introduction, des émissions cultes qui ont été des cartons d'audience. Vos enfants, très sincèrement, quand ils étaient gamins, comment est-ce qu'ils ont vécu cette médiatisation? On le sait, c'est pas toujours évident pour des enfants. Racontez-nous. J'ai l'impression, on n'en a jamais vraiment parlé, mais j'ai l'impression que Fabrice l'a assez bien pris. Il était plus âgé, 3 ans de plus qu'Axel. C'est l'aîné qui a 3 ans de plus que sa sœur. Et Axel, ça l'énervait un peu. Je veux dire que on avait l'impression, quand les gens se précipitaient, c'est un grand mot, mais quand les gens m'arrêtaient ou me demandaient les autographes, ou quand on était dans la rue ou ailleurs, dans des lieux publics, ça l'énervait un peu parce que si c'était rapide, ça va, mais si ça durait un peu de temps, parce que moi j'avais tendance à être plutôt gentil avec les gens, ce qui n'était pas le cas de tous mes camarades, qui étaient très gentils à la télé et moins dans la vie, ça l'énervait un peu. Mais je pense pas, on n'en a jamais vraiment parlé, je pense pas qu'ils en aient vraiment souffert. Alors, question très directe, Patrice, quel type de papa étiez-vous au quotidien quand vos enfants étaient petits, que ça soit d'abord avec Axel et Fabrice ou bien plus tard avec votre petite dernière Mathilde? Est-ce que vous étiez plutôt un papa cool ou bien à l'inverse, un papa strict? C'est plutôt comme ça qu'on a tendance à vous imaginer. Est-ce que je me trompe? Vous trompez complètement, j'étais absolument pas un papa strict. Donc plutôt papa gâteau, papa gaga? Ouais, crois. Un papa copain. Copain. C'est un peu comme, mais la situation est assez différente entre ce que j'ai été pour Fabrice et Axel et ce que j'ai été pour Mathilde, qui ont une grande différence d'âge. Disons que j'étais en plein début de carrière télé et que je ne pensais, je l'avoue, franchement qu'à ça. J'étais d'ailleurs très pris, je partais le matin relativement tôt et je rentrais tard le soir, donc il y avait pas, je ne les ai pas aidés beaucoup, je ne les ai pas éduqués vraiment, par contre, j'étais un papa joyeux, aimant et amuseur. Et c'est un regret pour Fabrice et Axel de ne pas avoir été peut-être assez présent au quotidien, vous dites? Je crois, il y a pas longtemps, Axel m'a dit, mais tu te souviens que tu ne m'as jamais, parce qu'on reparle de ça avec mes enfants maintenant qui sont très grands, tu ne m'as jamais aidé à faire mes devoirs. Et ça, c'est vrai. Je ne me suis pas du tout intéressé à leurs études. Et j'ai pas été strict du tout, et leur maman était un peu plus sévère que moi, mais pas tellement. Et donc, il n'y a pas eu de dérapage, mais disons qu'ils ont peut-être pas été élevés d'une façon assez rigoureuse. Je le regrette. Je pense que j'étais pas un papa terrible à cette époque-là. L'âge peut-être qui joue, puisque vous avez d'abord été papa à une trentaine d'années, puis avec Mathilde, alors vous étiez beaucoup plus âgé, vous étiez quinquagénaire. Est-ce que ça a changé peut-être quelque chose, cette différence d'âge? Est-ce qu'on aborde la paternité de la même manière quand on a 30 ans ou bien quand on a plus de 50 ans? Pas du tout. Disons d'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, ma carrière était faite et j'étais beaucoup moins... j'avais beaucoup moins envie d'être sans arrêt comme ça à la télé. Je faisais mon truc. Voilà, et je me suis beaucoup plus
consacré à Mathilde, mais toujours un petit peu, elle le dit elle-même, un jour on est allé voir un psy parce qu'elle avait, on s'inquiétait un peu, et quand le psy lui a demandé de faire un dessin, ou je me souviens plus exactement comment c'était, mais c'était ça, où lui a demandé de façon précise, elle a dit papa soleil, maman gendarme. Et j'étais effectivement plutôt un papa soleil, c'est-à-dire que je lui ai inventé, comme j'ai une certaine imagination pour ça, tous les soirs elle avait son histoire différente, j'avais inventé un personnage, je lui chantais des chansons, il y avait une espèce de complicité de jeu ludique que j'ai eu un peu, mais pas beaucoup avec mes autres enfants. Alors justement, vous en parlez, Axel et Fabrice, ils étaient encore jeunes quand vous êtes séparés de leur maman, Catherine, à qui vous étiez mariés en 1966. Comment est-ce que vous avez ensemble réussi à gérer cette épreuve? C'est évidemment jamais facile pour des enfants quand papa et maman se séparent. Je vais dire, c'est très net, et c'est grâce au nouveau mari de ma femme, Catherine, qui était Édouard Molinaro, qui a été d'une intelligence absolue, qui a voulu que tout se passe au mieux, qui a voulu que... Au départ, mes enfants, quand ma femme avait gardé l'appartement qu'on avait ensemble à Neuilly, et moi, j'osais plus y aller parce qu'Édouard était souvent dans les parages, et c'était normal, il faisait sa cour. Et c'est Édouard lui-même qui un jour m'a téléphoné, il m'a dit, mais tu sais, tu viens quand tu veux et tout, parce que mes enfants me disent, viens pas, Édouard, et que je me souviens de cette anecdote rigolote, qu'on habitait au rez-de-chaussée, il me dit, tu sais, il arrive, tu pourras toujours passer par la fenêtre, enfin sauter par la fenêtre. Et justement, pour éviter cela, il vous dit, il n'y a pas de malaise, il faut que tout se passe, et récemment encore, ma fille m'a dit, mais tu sais, toi, tu m'as jamais fait mes devoirs, heureusement que j'ai été super bien élevé par Édouard. Édouard a été, sur certains plans, plus père avec mes enfants, qui n'étaient pas ses enfants, que moi. Et vos enfants, ils vous en ont voulu ou non? Pas du tout. De vous être séparés, à vous et à la maman, évidemment, la question est pour les deux. Cette question est toujours délicate à aborder avec eux. Je crois que oui, Axel m'en a voulu pour plusieurs choses. On en a beaucoup parlé. On a essayé de désamorcer toutes les choses qu'elle pouvait avoir, entre guillemets, contre moi. Mais ce qu'il y a, sur lesquels ils se rejoignent l'un et l'autre, c'est que j'ai toujours été là dans les moments difficiles. Les moments importants de la vie. Ils en ont eu, des moments d'incidents, autre chose comme ça. Papa était toujours là. Et donc le dialogue était toujours présent aussi avec votre ex-femme pour l'éducation des enfants, pour ces questions effectivement importantes dans les moments importants de la vie? Non, pas vraiment, parce qu'Édouard avait pris le relais, il le faisait très très bien, et voilà. Puis c'était moi qui, en quelque sorte, avait un peu, entre guillemets, déconné. Donc, c'est-à-dire j'étais un peu volage, j'étais un peu, faut pas entrer dans les détails, mais bon, j'étais pas un mari, j'étais pas un papa super et j'étais pas un mari super. Mais je crois que mes enfants étaient contents de mon attitude, mais qu'ils auraient aimé que peut-être que je m'intéresse un petit peu plus. En vérité, quand je disais tout à l'heure, il y a quelques secondes que j'étais présent dans les moments difficiles, mais je m'intéressais pas trop au quotidien. Et ça continue d'ailleurs. Le quotidien, comment ça va, t'as un rhume, et comme ça m'intéresse pas trop. En revanche, s'il y a une chose importante et que je peux les aider, et financièrement, enfin à l'époque, un peu moins maintenant, et financièrement et par ma présence, je crois qu'ils reconnaissent que j'ai toujours été là. Dans les années 90, une question, Patrice, quand votre petite fille Mathilde est née, eh bien Axel et Fabrice étaient déjà âgés, ils avaient leur propre vie, c'était des adultes. Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli, cette petite demi-sœur? Très mal. Ils l'ont accueilli très mal. Disons qu'ils s'allaient. Fabrice, je me souviens, a eu une réaction qui m'a étonné il était triste. Axel m'a dit... Vous avez une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais, un peu plus, même. J'étais un peu étonné qu'à leur âge, ils soient comme ça, parce que, il y avait une étrangère qui entrait, ils étaient plus le fils et la fille, elle était alors. Fabrice, bizarrement, dès qu'il a su que c'était une fille, il a trouvé ça très bien. Et aucune concurrence. Voilà, aucune concurrence. Axel, elle a été très longue à accepter sa sœur, mais je l'ai pas forcé, j'ai très bien compris. Et aujourd'hui, l'harmonie existe entre les trois frères et sœurs? On se voit, il y a beaucoup plus une complicité entre Fabrice et Mathilde qu'entre Axel, mais c'est deux filles, je veux dire, et puis, voilà, mais ça se passe très très bien, et
j'espère que ça se passera bien, surtout quand je serai plus là. Alors, cette petite fille, Mathilde, vous l'avez eue avec Valérie, avec qui vous avez refait votre vie. Vous avez dit d'ailleurs d'elle que c'est la femme de votre vie. Valérie, est-ce que c'était pour vous une évidence d'avoir un enfant avec elle quand vous l'avez rencontrée? Non. Ou c'est venu avec le temps? Ce n'est pas une évidence du tout. Je veux dire, franchement, j'avais le temps passé. J'avais déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 50 ans. Et je n'avais pas vraiment envie d'un troisième enfant. Mais je dirais pas qu'il n'y a pas eu de chantage. C'est pas le genre de Valérie, mais les choses se sont tendues à un moment et j'ai compris très bien qu'elle, qui a quand même 25 ans de moins que moi, et même un peu plus, c'était important pour elle d'avoir un enfant. Donc j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, est-ce que je vais... Donc vous vous êtes laissé convaincre. Comme j'ai toujours pensé que je ne durerais pas très longtemps, ce qui pour le moment ne s'est pas vérifié, mais vu mon âge, mais je me suis dit, être papa à cet âge-là, et puis finalement, plutôt que de perdre Valérie, j'ai dit bon, allons-y, et je ne le regrette pas une seconde parce que Mathilde était un bonheur total pour moi. Alors vous évoquez la différence d'âge avec votre femme dans une interview accordée à Ici Paris. Vous vous êtes confié sur cette différence d'âge. Quand je l'ai connue, elle avait 18 ans et moi 40. Vous racontez avant d'ajouter: j'ai toujours été avec des femmes plus jeunes. Comment est-ce que vous l'expliquez cela, Patrice? Pas toujours, parce que ma première femme n'avait que 3-4 ans de moins que moi. Mais après, c'est vrai que... La peur de vieillir? Non, pas du tout. Alors franchement, c'est pas un choix, c'est pas un choix. C'est vrai que vraiment, je suis sincère, ce sont des hasards. Je plaisais pas mal à l'époque, j'ai l'air un peu vaniteux, mais c'est vrai. Et j'ai souvent eu des filles beaucoup plus jeunes que moi. Valérie, on peut le dire, elle ne n'ira pas, c'est vraiment elle qui m'a dragué. J'ai pas, au lieu de me dire, différence d'âge terrible, je vais passer pour... Je vais pas m'obliger à être qu'une personne de mon âge, donc c'est ça, c'est le hasard. Exactement. Et les rencontres. La télé, ça aide, quand on parle de succès, on parle du physique, on parle de... Elles me l'ont jamais dit, mais aucune des femmes avec qui j'étais n'a dit que la télé s'aidait, mais je pense que oui. Mais j'étais pas mal quand même, il n'y avait pas que la télé. J'avais aussi un certain charme. La différence d'âge, votre fille Axel, elle aussi, elle a eu souvent une grande différence d'âge avec ses compagnons, plus jeunes qu'elle. C'est d'ailleurs le thème du film qu'elle a réalisé en 2018, un film qui s'appelle MILF. Est-ce que ça vous a amusé qu'elle soit elle aussi attirée par des partenaires plus jeunes? Est-ce que vous en avez discuté avec elle? Ça a même été un sujet assez rigolo parce que mon fils est exactement comme moi. Il a toujours été avec des filles beaucoup plus jeunes. Donc toute la famille, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs, aucun sexisme. Mon père aussi. Bon, c'est une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est comme ça. Et Axel nous a, au départ, son frère et moi, Fabrice, et moi, elle nous a pas mal critiqué. Comment? Mais c'est ridicule. Elle m'a dit, un vieux barbon comme toi, comment faire, peut-être pas employer ce terme, mais comme ça. Et puis un jour, tout d'un coup, c'est relativement récent, elle a commencé, elle aussi, à être avec, pour les raisons qui la regardent, que je comprends très bien. Et là, Fabrice et moi, on lui a un peu gentiment tombé dessus en lui disant, tu vois, c'était pas la peine de nous dire ça parce que tu fais exactement la même chose. Voilà. Donc, cette famille. Votre fille Axel, on en parle, en 2006, elle devient maman. Elle a une petite fille avec son compagnon de l'époque, Serge Hazanavicius. Vous devenez donc grand-père, et dans une interview accordée à Ici Paris, vous avez expliqué que ça n'a pas toujours été facile d'assumer ce rôle de grand-père. Vous dites à l'époque, ce sont vos mots, je n'ai pas tellement la fibre grand-paternelle, je vois peu ma petite fille. Il se trouve que je suis devenu grand-père alors que Mathilde était encore jeune. Je m'occupais de ma fille et ma petite fille n'était pas ma priorité. Vous avez tout dit, c'est vrai. Je vais pas le nier, c'est totalement vrai. Alors, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc vous avez Mathilde qui a une dizaine d'années. Ouais, un peu plus, qui a 12 ans. Et effectivement, c'était encore ma fille, je m'occupais de ma fille, d'être grand-père. Ça m'a fait plaisir pour Axel, mais je me sentais pas, étant donné que j'avais encore quelqu'un de très jeune chez moi, dont il fallait que je m'occupe et sur laquelle je veille. Ma petite fille a été un bonheur. Je sais qu'Axel, et que j'étais content d'avoir une petite fille, mais peu à peu, d'abord Axel, peut-être parce qu'elle trouvait que j'avais pas été un père génial et qu'elle pressentait que je ne serais pas grand-père génial, nous l'a confié peu, donc on a très peu eu de contact avec Mitty. Puisque ça s'appelle Mitty. Puis en plus, Mitty est une surdouée. Et les fois où je la voyais, quand j'essayais le rôle d'un grand-père, c'est un peu la transmission. Elle savait déjà tout. C'est vrai qu'elle est surdouée, qu'elle est bonne en tout, qu'elle a 18 de moyenne, depuis quand elle a 15, elle chiale. Donc,
Elle chante magnifiquement bien, elle joue la comédie, c'est une surdouée. Avec une fibre artistique, comme la maman, comme le grand-père. Au début, c'était pas ça. Elle voulait travailler à la NASA. Et puis depuis, la fibre artistique l'a emporté. C'était les gènes de la famille. Et peut-être maintenant, je sais pas ce qu'elle fera. Donc, si vous voulez, je l'aime énormément. C'était ma petite fille. Mais il n'y a pas eu cette transmission qu'ont certains grands-pères avec leurs petits-enfants. Donc, je vais t'expliquer ça, je vais te dire, regarde ça, c'est ça, peut-être un peu l'histoire, un truc comme ça. Et elle me dit toujours, mais papou, tu me dis ça, mais je le sais déjà. Alors, avec Axel Lafont, et vous en parlez d'ailleurs en toile de fond depuis le début de cet entretien, vous avez reconnu que ça n'a pas toujours été très très simple entre vous. Alors, on va en parler, on peut peut-être crever l'abcès. Vous avez expliqué peut-être à l'époque qu'elle a voulu se débarrasser de l'étiquette fille de Patrice Lafont. Expliquez-nous et surtout dites-nous aujourd'hui, est-ce que peut-être les liens se sont apaisés entre vous et elle? Elle n'a pas voulu se débarrasser, elle n'a pas voulu parce qu'au début, elle n'a pas du tout, au début, elle voulait pas faire une carrière artistique. Elle a travaillé dans une boîte de prod, tout. Et puis tout d'un coup, elle s'est découverte, elle a eu envie, peut-être l'influence aussi d'Édouard, metteur en scène, grand metteur en scène. De son beau-père. Voilà, de son beau-père, qui a été très important pour eux, pour mes deux enfants. Et je le remercie de là où je suis, de là où il est. Je l'aimais beaucoup d'ailleurs. Enfin bref, et puis tout d'un coup, elle a dit, je vais faire ce métier. Et elle ne voulait pas que les gens puissent penser que c'est en partie grâce à moi, qu'elle a eu du piston, qu'elle a eu tout comme ça, alors que je ne pouvais strictement rien faire pour elle, j'ai pistonné jamais personne, et puis j'étais pas assez puissant pour pistonner qui que ce soit. Donc elle a voulu, elle a gardé le nom. Je lui ai dit aussi, quand elle me l'a reproché de temps en temps, je lui ai dit, t'avais qu'à changer de nom et t'appeler Axel Trifouille, et ou autre chose. Et puis elle a gardé son nom, ce dont je suis très content, notre nom. Et voilà. Et puis bon. C'est eu des moments un peu difficiles, parce qu'elle a un caractère quelquefois un peu entier, qu'elle pense, à tort ou à raison, avoir plus souvent raison qu'elle n'a tort. Donc nos rapports étant un peu tendus, puis peu à peu, lors de conversations, puis moi j'ai vieilli, je me suis peut-être modifié d'une certaine façon, et maintenant ça se passe super bien. On vient de parler de la carrière d'Axel Lafont, votre fille qui est évidemment bien connue du grand public. On connaît en revanche beaucoup moins de choses sur vos deux autres enfants, Fabrice et Mathilde. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, Fabrice et Mathilde? Eh ben, Mathilde aurait eu des envies artistiques. Tiens donc. Bien sûr, mais finalement, par un concours de circonstances, enfin, faut pas rentrer dans la détail, elle a fait une école de mode, et puis elle est entrée chez Dior en stage, et elle y est toujours. Elle travaille chez Dior. Fabrice, lui aussi, a eu un parcours artistique dans la réalisation, hein, c'est ça? Oui, enfin, Fabrice, il s'est cherché beaucoup, il a beaucoup déconné. Mais gentiment, pas d'une façon grave. Après, il était restaurateur. Il a eu un restaurant qui marchait très très bien dans le quartier de la Porte-Maillot. Puis peu à peu, grâce à Édouard, encore une fois, d'Édouard, je crois, les a plus influencés que je n'ai pu l'influencer moi. En tout cas, au niveau de leur carrière. Il a été assistant chez Édouard, puis tout d'un coup, il est devenu réalisateur. Il a fait des clips. Il a même eu le, comment ça s'appelle, cette qui récompense musicale, là, les victoires. Il a une victoire pour un clip avec Obispo. Mais il aime bien faire des choses différentes. Donc, il continue. Là, il vient de faire un clip publicitaire. On va pas donner le nom, mais important pour une marque de bijoux. Et puis il monte des boîtes. Là, il est en train de monter une boîte de vêtements sportwear. Il se diversifie beaucoup, Fabrice. Alors, ce qui est frappant, moi, dans votre parcours, je trouve, dans votre histoire de vie, c'est que vous, Patrice Lafont, vous avez eu un papa qui ne vous a jamais freiné dans vos envies artistiques. Ce papa, c'est l'illustre éditeur Robert Laffont, qui est décédé en 2010, et jamais il ne vous a dit Patrice, tu deviendras éditeur comme ton père, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Il vous a toujours laissé le choix. Ouais, non, mais ce qui était la qualité, enfin, il y en avait plein, mais la qualité, moi j'ai une énorme admiration pour mon père et pour son parcours, mais sa qualité principale, c'était celle que j'ai aussi, peut-être si j'ai légué quelque chose à mes enfants, enfin, intellectuellement, c'est la tolérance. Donc, il n'a jamais jugé mon parcours. Il vous a même encouragé quand vous avez dit « je veux faire de la comédie, je veux faire du théâtre ». Il m'a pas encouragé, il m'a dit
c'est ton truc, voilà, je vais te trouver un cours. Et il m'a envoyé, je sais pas par quel biais, dans le salon suranné d'une vieille actrice qui s'appelait Maddy Berry, dont j'étais le seul élève, ce qui a failli me dégoûter du théâtre parce que elle était un peu pas moderne. Et je me suis dit, c'est ça, enfin bref. Alors j'aimerais savoir dans quelle atmosphère vous avez grandi quand on est le fils de Robert Laffont. On a forcément, j'imagine, une enfance, une jeunesse un petit peu différente de celle des petits copains. Comment vous l'avez vécu ? Bah, Un confort de vie déjà. Oui, c'est un confort de vie. Je suis né, comme je dis souvent, avec une cuillère dans la bouche, et jusqu'à maintenant, ça durera ce que ça durera, mais j'ai eu une vie facilitée par le fait que, bon, mon père était sans être riche, parce que tout le monde a cru, quand il est décédé, que j'étais un héritier, ce qui est complètement faux, parce que mon père avait d'extraordinaires talents artistiques et de détection des auteurs, puisqu'il en a fait sortir beaucoup, et entre autres des étrangers comme Graham Greene, Dino Buzzati et d'autres, mais ils n'étaient pas gestionnaires du tout. Donc, il n'y a pas eu un héritage flamboyant. Pas du tout. Non seulement on n'a pratiquement rien eu, hein, mais et pour ça que les gens, le fils de Robert Laffont, il doit être, richissime. Non. Je me suis débrouillé tout seul. C'est pas l'héritage de mon père qui a fait que j'ai vécu à peu près correctement. Sans excès et sans être riche. J'ai jamais été riche, contrairement à certains de mes camarades de télévision. Mais j'étais exactement comme lui, j'y ressemble beaucoup. On n'a jamais su gérer notre argent, on l'a dépensé comme des cigales, et mon père, il a dû acheter son premier appartement quand il avait 75 ans, et moi j'en ai 82, et j'ai rien. Même pas mon appartement, dans lequel vous êtes et qui n'est pas à moi. Alors, votre papa est décédé, je le disais, en 2010. Oui. Question très personnelle, Patrice. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter son absence ? C'est toujours évidemment terrible quand on perd son papa, et cela, quel que soit son âge. Ça a été long. Enfin, il était très bien, parce qu'il a vécu jusqu'à 93 ans. Il était très bien, puis à un moment, ça s'est dégradé. On va pas entrer dans les détails. Donc on a eu le temps, enfin j'ai eu le temps en tout cas de m'y préparer, et je l'ai beaucoup accompagné dans les 3 dernières années de sa vie. On se voyait beaucoup, on parlait beaucoup, quand il pouvait encore être cohérent. Donc je l'ai pris pas en pleine gueule, parce que je le savais, tout le monde va mourir, mais c'est idiot ce que je dis là. Mais vous étiez préparé d'une certaine manière. J'étais préparé, ce que j'aimerais bien qu'il m'arrive. C'est-à-dire que, je suis plutôt proche de la sortie que de l'entrée, hein, et je dis toujours, est-ce que ça sera le cas, on ne décide de rien, bien sûr, je n'aimerais pas partir brusquement, c'est-à-dire avoir une crise cardiaque, et que j'aimerais, quand je dis ça, j'aimerais vivre ma mort. Parce que échanger avec, on parle de vos enfants, peut-être. La dernière grande aventure, échanger, dire peut-être ce que j'ai pas dit. En même temps, on me rétorque quand je dis ça que vivre à mort, ça veut dire souffrir. Et j'en suis conscient, parce si on meurt pas brusquement, on souffre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, la mort ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas peur de la mort. Ce dont j'étais prêt, mais j'y pourrais rien. Ce qui m'inquiète énormément dans la mort, c'est de ne pas savoir ce que mes proches vont devenir. Si je savais... Donc votre femme, vos enfants ? Ma femme, mes enfants, mon entourage, savoir si ma fille Mathilde va avoir un enfant, comment va réussir Fabrice, comment Axel va bien gérer son virage entre la comédie et maintenant les réalisatrices. Enfin, tout le quotidien de ma famille proche... Si je savais, mais bien entendu c'est ridicule ce que je dis, mais si je savais que du haut là-bas sur mon nuage, je pouvais suivre ça au quotidien, je me foutrais complètement de partir demain. J'ai 82 ans, j'ai eu une vie, on peut le dire, je le disais tout à l'heure, un peu avec une cuillère en argent dans la bouche, je suis pas richissime, loin de là, mais j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre. Aucun regret? Si j'ai quelques regrets, mais je crois que j'ai fait du mal à personne. Ouais. Ça, c'est une de mes fiertés. Si, ma femme, quand je l'ai quittée, ou peut-être d'avoir été volage, vous disiez tout à l'heure. Un petit peu, mais qui était peut-être mon seul vrai gros défaut. À part mon côté grognon, gueulard et tout comme ça, mais je crois qu'aucun de mes amis... C'était le seul défaut, les infidélités. C'était mon défaut principal, oui, mais bon, que faire,
j'irais pas dire que je le regrette. Ça a été ma vie, c'est comme ça, j'étais un peu égoïste dans ces cas-là. Mais je sais que mes potes autour de moi, j'ai toujours été très copain. Quelquefois au détriment de ma famille. Et mes potes, l'amitié a toujours été une chose très importante pour moi. Et ça continue à l'être. Et donc, on m'a souvent reproché de laisser plus de place à mes copains qu'à ma famille. Mais je crois qu'on n'a pas eu tort quand on m'a dit ça. Axel, si vous deviez lui dire quelque chose, justement, on parle des regrets qu'on ne veut pas avoir en fin de vie, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je sais qu'Axel, il y a une chose qu'elle me reproche énormément, et elle a raison. C'est que j'étais tellement dans l'histoire de télé, j'étais à mon début, car mon Jamon mettait beaucoup la pression. Je n'étais pas là le jour où elle est née. Elle est née à Marseille, et je ne suis pas descendu tout de suite. Et je sais que ça l'a, avec le temps, pas quand elle était bébé, bien entendu, mais avec le temps, savoir que j'étais pas là, ça l'a beaucoup... Et je crois que je lui ai déjà dit, mais que je dirais pardon pour ça, quoi. La télévision, je le disais en introduction, c'est ce qui va vous révéler au grand public, qui va faire exploser votre carrière. On en parle d'ailleurs en filigrane depuis le début de notre discussion. Vous allez devenir une vedette du petit écran. Est-ce que vos enfants... c'est bien, vous n'avez pas employé le mot star, je suis très content. Parce que pour moi, les stars de télévision, ça n'existe pas. Alors, le mot vedette qui est d'ailleurs un peu suranné. Oui, mais ça fait rien. Cher Patrice, est-ce que vos enfants étaient proches de certains animateurs ? Est-ce qu'à la maison, ils voyaient certaines têtes connues venir, par exemple, dîner ? Ou bien au contraire, vous aviez vraiment à cœur de cloisonner la sphère professionnelle d'un côté et la sphère privée de l'autre ? Non, j'avais aucune méthode particulière, mais c'est pas parce que je voulais cloisonner, c'est parce que j'avais pas envie de fréquenter les gens du même milieu que moi, parce qu'on se répète toujours la même chose. Et comme moi, les dîners de copains, c'est des copains qui ont justement, ce qui m'intéresse, c'est des univers complètement différents. Mais j'avais pas envie de voir des gens de la télé. Pour moi, quand la télé, c'était la télé. Et puis, j'ai jamais été un grand fan de télé. En vérité, c'est un peu un hasard. Alors, question très simple, puisqu'on parle de télévision au cours de votre carrière. Quelle est l'émission que vous avez préféré présenter ? Je crois que celle que j'ai préféré présenter, il y en a deux, c'est Fort Boyard et Pyramide. Parce que Pyramide, j'adorais cette émission, j'adorais le concept, il était tellement original, que j'étais plus candidat que présentateur, et que je jouais pendant l'émission, et que je me disais, mais pourquoi il a pas dit ça? Pourquoi il a pas fait ça? Et quelquefois, à l'arrivée, quand c'était à moi, je me plantais parce que j'étais encore candidat. Et puis Fort Boyard, quand Jacques-Antoine et Marie-France Brière m'ont dit, voilà cette émission et tout comme ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique d'avoir eu, en tout cas de la part de Jacques-Antoine, d'avoir eu l'idée inverse de ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire d'habitude, vous le savez comme moi, on crée un concept, puis on le met dans un décor qu'on crée après. Lui, il avait un décor, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce décor? Et il a choisi de faire Fort Boyard. Dernière question, on vous a vu l'an passé dans Touche pas mon poste, ça n'a pas duré très longtemps, vous avez rapidement disparu de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des envies de télévision, ou bien vous avez définitivement tourné la page? Si on me proposait un truc et un concept qui m'intéressait, mais si vous voulez, je préfère 10 fois, la présentation m'a jamais vraiment intéressé, à part les deux émissions dont je vous ai parlé. Les chiffrelettes, il y a des tas d'anecdotes, vous dire, j'étais une espèce de potiche au milieu de deux candidats. Après, j'ai forcé Armand Jameau à me mettre ailleurs qu'entre les deux candidats, parce que j'avais l'air tellement de m'emmerder. Donc les gens se disaient, ou ils s'emmerdent, ou ils se foutent de notre gueule. Et finalement, quand il m'a mis ailleurs, je parlais quand la caméra était sur moi. Enfin bref. Et le reste du temps, la présentation, à part Fort Boyard et Pyramide, pour des raisons différentes que je vous ai un peu expliquées, j'ai jamais aimé trop d'être présentateur, parce que ça m'emmerde un peu. Donc, ce qui m'intéressait, c'est l'émission que j'ai produite. Mon grand regret à la télé, c'est de pas avoir une grande émission d'interview. Un talk show. J'ai dit un talk show, on appelle ça, peut-être, j'avais plusieurs idées, mais jamais réussi. Parce que c'est vrai qu'en France, quand on vous enferme très vite dans une case, j'étais présentateur de jeux, je n'ai fait pratiquement que des jeux qui ont marché, et longtemps. Pyramide 13 ans, Fort Boyard, je suis resté 10 ans et ça existe toujours, les chiffrelettes, ça existe toujours. Voilà, donc j'ai eu ou du nez ou du pot, mais
si j'avais pu sortir un peu de ce carcan des jeux, ça m'aurait fait plaisir. Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, cher Patrice. Imaginons qu'Axel, Fabrice et Mathilde tombent sur ce podcast, écoutent la discussion que l'on vient d'avoir. Quel message, alors vous en avez déjà passé quand même des messages au cours de notre discussion, mais quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots ? C'est difficile, c'est même un peu émouvant, mais j'aimerais qu'ils gardent de moi l'image d'un monsieur qui n'a fait de mal à personne et qui leur a surtout pas fait à eux. Et je leur demande pardon si j'ai pas été un père aussi présent et aussi attentionné que j'aurais pu l'être, mais je crois pas que c'était dans mon caractère, donc j'ai pas trop de regrets. Voilà, je crois qu'on a plein de points communs. On joue beaucoup. Vous voyez, j'étais présentateur de jeux et dans la vie, on joue. Et on joue à plein de jeux et ça nous réunit et j'aimerais bien qu'ils continuent à jouer sans moi. Voilà. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.